Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Nous sommes toujours en direct du plateau de la Clusa, des sommets du digital. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés en plateau Michel Naon. Bonjour Michel Naon. Bonjour, merci d'être avec moi. Vous êtes directeur médical chez Allianz Partners France. Alors on va parler ensemble de santé connectée, pour le meilleur ou pour le pire. Et ma première question, elle est très simple. Qu'est-ce que c'est? Quand on parle de santé connectée, on voit à peu près, mais très concrètement, ça prend quelle forme la santé connectée? La santé connectée, c'est avant tout la possibilité de mettre en relation des informations. Au tout début, on a une relation entre un patient et un médecin. Là, on va passer du langage verbal à du langage numérique. Donc c'est tout ce qui concerne la voie data de la réalisation d'un soin médical. Tout simplement. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Ouais. C'est pas si simple dans les faits. Ouais. Tenez bien le micro, j'ai peur qu'on vous entende pas. Ouais. Et j'ai oublié de préciser, vous pouvez tweeter tout au long de ce live, bien évidemment, avec le hashtag SommeDig19 et SommeDigTV. Alors, la deuxième question, c'est, donc je l'ai dit, hein, vous êtes directeur médical chez Allianz Partners France. Comment est-ce que vous allez vers la santé connectée chez Allianz Partners? Alors Allianz Partners, pour situer, c'est l'assistance médicale. C'est pas l'assureur, c'est l'assistance au sens où on a un plateau avec des médecins, des infirmiers, des chargés d'assistance qui travaillent 24 heures sur 24 à délivrer des services d'assistance. Donc assistance médicale, évidemment. Et, de secours, du secours. Lorsqu'on a un accident sur une piste, comme à la Clusa par exemple, ça va arriver aujourd'hui. Donc il va y avoir des rapatriements sanitaires qui vont être organisés par Allianz Partners France pour rapatrier les gens qui vont avoir un accident de ski tout à l'heure. Ça prend quelle autre forme? Ça prend aussi la forme du conseil aux voyageurs avant de partir dans un pays lointain. Est-ce que je dois faire des vaccins? Est-ce que j'ai besoin de consulter un médecin? Donc tous ces conseils également. Mais c'est aussi, et de plus en plus, de la médecine connectée avec la téléconsultation, un service qu'on a développé depuis maintenant presque une année. Quand vous dites téléconsultation, c'est consulter un médecin en ligne, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire utiliser des nouveaux moyens de communication comme la visioconférence pour augmenter les façons de communiquer avec le médecin. Donc nous, médecins, on doit utiliser les nouvelles technologies. La visio en fait partie. Et ça évite que les gens qui ne peuvent pas avoir accès à un médecin parce que par exemple ils sont en zone rurale. Exactement, mais pas que. Pas que, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'augmenter la relation entre le patient et le médecin par la visioconférence, le fait de voir le patient, on se rapproche des conditions d'examen classique. Alors ça ne va pas remplacer l'examen, évidemment, hein, mettre la main sur un ventre pour le palper, écouter avec un stéthoscope, ça ne va pas être remplacé par la visioconférence, mais c'est un certain nombre de services qui permettent d'augmenter la qualité des échanges. Est-ce que c'est quand même possible de donner des bons diagnostics à distance, sans le rythme cardiaque, sans la tension, etc. Excellente question, puisqu'on sait maintenant avec les SAMU, les centres 15, qu'on est capable de faire des diagnostics très pertinents par l'interrogatoire téléphonique au téléphone. Puis le médecin généraliste, tous les jours, il a ses patients au téléphone, il les connaît et il est capable de faire des bonnes hypothèses diagnostiques qui sont souvent les bonnes d'emblée. Alors, moi je ne m'y retrouve pas parce que Allianz, on est d'accord que c'est un assureur. Et là, vous êtes directeur médical chez Allianz Partners. Alors, est-ce que ça appartient quand même au groupe d'assurance? Oui, mais Allianz, c'est une énorme société internationale avec différents services, dont l'assistance. Donc l'assistance, c'est pas l'assurance, c'est pas tout à fait le même genre de relation avec les patients. Nous, notre objectif, c'est de rendre service sans compter. Enfin, sans compter, il faut être raisonnable sur les dépenses, évidemment, mais on est là pour assurer un service à la personne qui est sinistrée, qui est malade, qui est accidentée. Entre guillemets, non rémunérée sur le moment, mais on paye son assurance, les donc ça en fait partie. Ne sont pas payés à l'acte, ils vont être salariés de l'entreprise pour assurer les meilleurs services médicaux auprès des patients qui sont assurés, assistés. Vous êtes combien de médecins en tout? Une quarantaine de médecins, une quarantaine d'infirmiers. Partout en France? Oui, on est installé à Paris. Et on a 150 chargés d'assistance. Donc c'est cet énorme plateau que j'ai le plaisir de diriger pour Allianz Partners. Alors du coup, une des questions centrales, évidemment, en lien avec la santé connectée, puisqu'elle est connectée, ce sont les datas. C'est un sujet d'ailleurs un petit peu tendu en général quand on parle des datas, puisque c'est des datas très personnelles. Puisque Allianz, justement, Allianz Partners est une compagnie d'assurance, il y a une question qui revient souvent depuis quelques années, qui est est-ce que les données générées par tout un tas de connecteurs, si je puis dire, qu'on porte, que ce soit les bracelets connectés ou autres, alors je sais que c'est pas exactement votre cœur de métier, mais je suis persuadée que vous en avez déjà entendu parler. On n'est pas loin. Est-ce que ces données, elles pourraient être à terme, ou elles sont déjà utilisées pour surveiller, si je puis dire, les utilisateurs et devenir potentiellement punitive? Alors c'est peut-être un peu fort punitive, mais en tout cas d'avoir des bonus-malus en fonction de est-ce qu'on est un bon élève ou pas, est-ce qu'on fait du sport, est-ce qu'on boit, est-ce qu'on fume, etc. Bon, alors d'abord la loi nous interdit de faire ce genre de choses. Donc ça c'est le premier point. En France. Parce que je sais qu'en Russie par exemple, c'est déjà passé. Aux États-Unis, je crois que c'est pas si loin que ça. On peut aller dans des pays frontaliers où ça peut être un peu différent. Mais en France et en général en Europe, c'est plutôt interdit. Maintenant, on est là pour améliorer le service. Donc le fait d'utiliser les datas collectives, ça nous permet de préciser mieux notre réponse et d'apporter une connaissance plus importante de nos clients, de nos bénéficiaires. Donc la data, pour l'instant, elle est plutôt en train de servir les gens
que les desservir au sens d'une répréhension ou Concrètement, d'une limitation de service. comment est-ce elle peut servir les gens, cette data? En préventif, mais oui, sur les maladies? C'est-à-dire que si on se rend compte qu'on a un motif de recours à l'assistance qui est plus fréquent et qu'on avait un petit peu ignoré parce qu'on ne s'en rendait pas compte, parce qu'on n'avait pas utilisé l'analyse des datas, eh bien on va pouvoir améliorer la qualité de service parce qu'on se rend compte qu'il y a peut-être plus d'efforts à faire dans un domaine particulier. Donc les gens ont accès à leurs datas du coup, ou c'est l'assureur qui traite les datas? Il y a déjà le règlement récent RGPD qui va nous donner de nouvelles réglementations qui fait qu'on ne fait pas n'importe quoi. On faisait déjà pas n'importe quoi avant. Lorsqu'on avait un dossier médical dans un cabinet, il était enfermé à clé. Il manquait une régulation globale et là c'est vrai qu'elle est en place. Elle est en place, elle va encore évoluer. Le RGPD c'est une étape, mais on aura encore d'autres étapes probablement dans 18 mois, dans 2 ans, etc. Et ça doit évoluer et suivre les technologies, parce qu'on ne peut pas vivre en méconnaissant les technologies. Donc ça c'est un point important, c'est qu'il faut qu'on soit connecté, il faut qu'on soit avec le bon niveau de protection et on se dote de règles de protection des données confidentielles. On va donner accès aux données concernant le patient effectivement de façon assez facilitée. Un patient qui a bénéficié de nos services peut avoir accès à son dossier assez rapidement et avec toute l'exhaustivité nécessaire. Et la data nous a permis d'avoir une meilleure réactivité. D'ailleurs, on a accéléré le processus pour fournir les informations aux patients. Maintenant, on sécurise ça, évidemment. C'est un sujet de haute préoccupation parce que ce sont des données confidentielles. Bien sûr, ce que j'allais dire, où sont stockées les données? Et on ne doit pas laisser traîner une information confidentielle qui est même une entorse de genou pour quelqu'un d'important, ça peut avoir des conséquences. Donc tout est sécurisé sur le plan du respect du secret médical. Donc vous avez une équipe de personnes qui sont en charge de la défense, je ne sais pas comment on appelle ça, de la protection, voilà, merci, la protection, la sécurisation des données en interne. Alors donc nos données sont hébergées en France, puisque c'est la réglementation qui le veut. Donc on a des serveurs sécurisés, redondants, pour ne pas avoir de perte de data. Et cette accessibilité, elle est vérifiée au quotidien, en permanence. Et est-ce que ce sont, comme dans beaucoup de grandes entreprises, des anciens hackers qui sont passés de l'autre côté, du côté de la défense? Non, ça c'est plus pour les cartes bancaires, peut-être, je ne sais pas, ou dans les films d'espionnage. Non, nous c'est des choses assez... Ah non, ici par exemple, il y a un ancien hacker qui a hacké le Pentagone et qui est passé de l'autre côté, du côté clair de la force, il y a obscur. Alors on intéresse peut-être un peu moins les grands hackers, les données médicales personnelles de Madame Dupont, c'est peut-être moins important que la façon d'accéder aux serveurs sécurisés de la CIA. Bon, c'est pas les mêmes enjeux, mais c'est un sujet très sérieux. Il faut qu'on puisse sécuriser nos données médicales et on a des professionnels qui sont une équipe internationale. C'est une des forces d'Alliance Partners, c'est d'avoir un réseau international d'informaticiens professionnels qui savent les dangers qui peuvent menacer la sécurité des données confidentielles médicales. Alors vous avez dit que une des manières dont votre groupe va vers la santé connectée, c'est les visioconférences, c'est ça, les consultations en visioconférence. Est-ce qu'il y a d'autres manières? Est-ce que vous êtes en train de travailler à d'autres manières d'aller vers la santé connectée? Oui, alors... L'échange visio, on a vu que ça avait un intérêt, c'est mieux que le téléphone. On se voit, on se parle, surtout qu'en général, on n'est pas le médecin traitant, donc on ne connaît pas bien les patients, donc on fait connaissance beaucoup plus rapidement avec l'interface visio. Si en plus on a des objets connectés qui seront utilisés facilement par les utilisateurs, comme un petit capteur à mettre sur le bout du doigt, ou un autre capteur sur le poignet, ou des patchs à mettre sur le corps pour mesurer un certain nombre de paramètres, on va de faire une sorte de consultation à distance. Voilà, on va se rapprocher le plus possible de la consultation en présentiel, mais encore une fois, sans avoir pour objectif de remplacer la consultation présentielle qui, elle, est indispensable et irremplaçable actuellement en 2019. Donc les prochains axes, c'est ça, c'est d'autres objets connectés, des capteurs qui vont donner de l'information, de la data au médecin en live et qui pourra dire, tiens, vous avez une tension un peu basse. Et qui vont permettre d'augmenter la précision du conseil médical et voire même des prescriptions, puisqu'on fait de la prescription en ligne maintenant. Et alors, est-ce qu'à terme, il y aura encore des médecins? Évidemment, qu'on vous pose tout le temps la question. Il y aura toujours des médecins. Déjà, pourquoi? Mais pourquoi? Parce que le chirurgien, il est important. Le chirurgien, il va opérer avec ses doigts, même si c'est un robot qui manipule, c'est les doigts de l'homme qui commande l'intervention. Puis si le robot s'arrête, la main reprend le relais. Le médecin de ville, c'est quelque chose de fondamental. Enfin, le médecin de ville, le médecin traitant, généraliste, l'humain ne sera jamais remplacé par la machine. Évidemment. Grand classique. Et on va créer des nouveaux métiers. Il y a des métiers qui vont disparaître, certainement. Les radiologues. Conseiller en médecine. Oui, enfin, on a des radiologues qui vont changer de métier, il y a des dermatologues qui vont changer de métier, mais il y aura d'autres métiers de santé qui vont remplacer un certain nombre d'actions qui seront réalisées avec des auxiliaires de soins qui vont permettre à des gens d'accéder beaucoup plus facilement, et vous parliez des territoires ruraux, à l'accès aux soins. Lorsqu'on est dans des déserts médicaux, eh bien, c'est le pharmacien qui va être notre interlocuteur.
qui va permettre d'installer une personne dans une cabine, de faire un certain nombre d'examens. Mais par contre, de l'autre côté, c'est un médecin qui va assurer la vie, l'orientation, et lorsque c'est nécessaire, on oriente les patients vers un examen médical en présentiel. Merci infiniment, Michel Naon. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment. Restez avec nous, on revient très vite pour un prochain plateau.